Cher Vladimir Vladimirovitch, chers membres du Haut Conseil d'État, chers participants de la séance d'aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir tous dans la capitale biélorusse à l'aube du 25e anniversaire de la signature du traité instituant l'État fédéral unioniste. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec confiance que notre choix effectué en 1999 s'est avéré juste. C'est uniquement au sein de notre union que nous avons pleinement réussi à mobiliser l'ensemble de notre expérience accumulée et nos capacités sur la base de la confiance mutuelle et du partenariat. Les relations bilatérales établies témoignent d'une puissante force d'attraction réciproque, fondée sur une langue commune, une même école scientifique et technique, une mentalité similaire, des traditions culturelles partagées et une histoire commune. Une expérience mondiale unique a été créée par deux pays, deux économies et un même espace économique. Cette expérience a été testée par le temps et a démontré sa viabilité. Dans un contexte de pressions économiques sans précédent, nous avons réussi à préserver les secteurs clés de notre économie, sans perturber notre système financier. Le chômage se maintient à des niveaux minimaux, et les revenus ainsi que les économies des citoyens continuent d'augmenter. Non seulement nous avons survécu, mais nous nous sommes renforcés. Pour illustrer cela, je me permets de citer quelques chiffres économiques. Par rapport à l'année 1999, le produit intérieur brut, PIB, des deux pays, la Biélorussie et la Russie, a augmenté d'environ 2,5 fois. Le commerce bilatéral a également connu une croissance constante, atteignant 55 milliards de dollars l'année dernière. Si les taux de croissance actuels se maintiennent, ce chiffre devrait atteindre environ 60 milliards de dollars cette année. Cependant, il est nécessaire de se poser une question. Avons-nous tout prévu et réalisé pour que ce progrès demeure constant et à l'abri de toute instabilité? Pour relever de nouveaux défis, il est impératif de travailler de manière coordonnée et responsable à travers les gouvernements et tous les secteurs économiques. Les membres des gouvernements biélorusses et russes abordent en détail ces questions dans leurs rapports respectifs. De mon côté, je souhaite souligner quelques axes stratégiques pour notre développement futur. Tout d'abord, nous devons éliminer les obstacles qui nous entravent depuis plusieurs années. Ces défis existent, et comme vous l'avez mentionné hier lors de la réunion à Moscou, Vladimir Vladimirovitch, il ne faut pas hésiter à dire ce qui a été accompli, car la population comprendra. La priorité numéro 1 reste la mise en œuvre d'une politique économique unifiée et la garantie de l'égalité des droits pour les citoyens dans notre espace fédéral unioniste. Nous n'avons pas encore atteint un niveau d'autosuffisance et d'indépendance qui nous permettrait de planifier à long terme et de rester protégés contre les fluctuations externes et les défis qui se présentent. Les outils pour résoudre ces problèmes sont clairs. Une politique industrielle coordonnée, une approche commune en matière de sécurité alimentaire, la création d'un marché énergétique unifié, la réalisation progressive de la souveraineté technologique et une stratégie efficace de substitution aux importations. Il est également crucial de lever les derniers obstacles au commerce bilatéral. Nous avons déjà lancé des projets communs dans des domaines tels que la microélectronique, la construction mécanique, l'industrie aéronautique et la construction navale, mais nous progressons encore trop lentement. Aujourd'hui, seulement 27 projets de substitution aux importations sont en cours dans l'espace économique unifié entre la Biélorussie et la Russie, représentant un PIB combiné de 2000 milliards de dollars. Ce chiffre devrait, selon moi, être multiplié par centaines. Les bénéfices de ces projets profiteront tant à la Biélorussie qu'à la Russie, avec la création de nouveaux emplois et l'apparition de produits innovants grâce à notre coopération. Nous franchirons aujourd'hui une nouvelle étape significative dans la construction de notre union en signant un accord sur la création d'un marché unifié de l'énergie électrique. De même, nous comptons sur la mise en place rapide de marchés unifiés dans le secteur du gaz, du pétrole et des produits pétroliers pour établir un environnement économique équitable et égalitaire. Nos efforts dans ces directions ont déjà été engagés. Quels que soient nos objectifs dans la construction de notre État fédéral unioniste, leur objectif principal reste le bien-être de nos citoyens. Ceux-ci ont placé leur confiance en nous, et nous devons répondre avec attention à leurs besoins et attentes. La question des droits égaux pour les citoyens de la Biélorussie et de la Russie reste cruciale. Au cours de ces 25 dernières années, des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines tels que la migration, les relations sociales et le système de santé. Les citoyens des deux États peuvent circuler librement sans restriction et leurs droits en matière d'emploi sont garantis. Nous devons poursuivre sur cette voie pour renforcer notre intégration et la solidarité entre nos deux nations. Reconnaissance de la période de travail dans le domaine de la sécurité au travail, régularisation des questions liées aux pensions et à l'assurance sociale. Tous les citoyens bénéficient d'une assistance médicale rapide et urgente. Selon les chiffres établis par nos spécialistes, environ 60 000 citoyens russes ont bénéficié de soins médicaux en Biélorussie en 2023. Un soutien particulier est apporté aux familles avec enfants et à certaines catégories de la population, ce qui est une initiative particulièrement saluée. Par ailleurs, ce qui nous réjouit beaucoup, la Biélorussie reste la destination la plus attractive pour les voyages touristiques en provenance de la vaste Russie durant les jours fériés et autres périodes de festivités. Cependant,
de nombreuses actions demeurent encore nécessaires. Chaque individu doit pouvoir bénéficier concrètement et sans restriction des avantages offerts par notre Union. Deuxièmement, la question du transport et de la logistique. Les exportations biélorusses passent par les ports russes, ce qui a engendré un bénéfice mutuel. D'une part, cela a résolu des questions logistiques cruciales pour l'exportation et, d'autre part, cela a généré un gain significatif pour les entreprises russes. Toutefois, les marges inexploitées restent encore importantes. Le projet du passage par le passage du chemin de navigation nord est à l'ordre du jour. Les premières expériences ont montré que le transport de marchandises par cette voie est prometteur. Les partenaires russes travaillent actuellement sur un projet pilote portant sur la construction d'une ligne ferroviaire rapide reliant Moscou et Saint-Pétersbourg, avec l'objectif de l'étendre jusqu'à Moscou et Minsk. Votre déclaration, Vladimir Vladimirovitch, concernant la possibilité d'une telle ligne reliant Moscou à Brest en passant par Minsk, a grandement motivé les Biélorusses, d'autant plus que de nombreux déplacements se font de Minsk vers Moscou. Nous avons récemment dû ajouter 2 trains supplémentaires pour répondre à cette forte mobilité. Troisièmement, la sécurité politico-militaire. Les réalités actuelles exigent une attention accrue portée à la défense et à la sécurité de nos 2 pays. La signature aujourd'hui de la conception de sécurité de l'État fédéré, ainsi que de l'accord interétatique garantissant la sécurité, établit un niveau inédit de coopération stratégique et de coordination dans le domaine militaire. Cela nous permettra de préserver l'intégrité territoriale de la Biélorussie et de la Russie, de conserver leur souveraineté, et surtout de renforcer les garanties nécessaires pour assurer la paix à nos citoyens. Cependant, Vladimir Vladimirovitch, la simple intention de signer ce texte a déjà suscité un intérêt particulier de la part de nos partenaires occidentaux, comme vous l'avez souligné. Cela peut être interprété comme un signe positif. Ils ont pris note de nos actions. Quatrièmement, la question du planification et de la redistribution des ressources humaines. Il est notoire que le marché du travail russe attire chaque année un grand nombre de Biélorusses, ce qui souligne une pénurie de main-d'œuvre dans nos 2 pays. Cette situation exige une politique conjointe et des mécanismes juridiques efficaces prenant en compte les intérêts des 2 parties. Chers amis, il est important de souligner que nos rencontres abordent constamment des sujets fondamentaux et symboliques. Ainsi, en mai 2025, les Biélorusses et les Russes, aux côtés des peuples issus de l'ex-Union soviétique partageant nos valeurs, célébreront le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Cette date revêt une importance capitale pour nos peuples, unis par une histoire commune et des valeurs culturelles et spirituelles partagées. De la même manière que nos ancêtres l'ont fait il y a 80 ans, nous nous réunirons le 9 mai sur la place Rouge pour rendre hommage aux victimes de cette guerre et célébrer la victoire historique du peuple soviétique contre le fascisme. Aujourd'hui encore, nous avons un ordre du jour très dense, qui comprend des questions précises, préoccupantes pour les habitants de nos pays, visant à améliorer les conditions économiques et renforcer la sécurité de la Biélorussie et de la Russie. Je souhaite à tous une réunion fructueuse. Je vous remercie pour votre attention et donne la parole à Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie. Je vous remercie. Cher Alexandre Grigorievitch, chers collègues, comme l'a souligné le président de Biélorussie, la réunion d'aujourd'hui du Conseil d'État fédéré a un caractère particulier. Elle est convoquée par le président. À l'occasion du 25e anniversaire de la signature de l'accord portant sur la création de l'État fédéré, signé le 9 décembre 1999, il convient de rappeler que cela est le fruit du travail conjoint du premier président de la Fédération de Russie, Boris Nikolaïevitch Yeltsin, et d'Alexandre Grigorievitch Loukachenko. Ce document reste véritablement fondamental, car il a servi de socle permettant à la Russie et à la Biélorussie, durant ces 25 dernières années, de réaliser un travail ambitieux visant notamment l'intégration dans les domaines socio-économiques et humanitaires, l'unification des législations des 2 pays, ainsi que la mise en place de mesures pour assurer la défense et la sécurité commune. L'élément clé dans les relations russo-biélorusses est l'établissement d'un partenariat stratégique basé sur des principes immuables d'amitié, de bon voisinage, de respect mutuel et de prise en compte des intérêts de l'autre. Nos 2 peuples et nations partagent une histoire commune, des liens familiaux et des valeurs morales et spirituelles communes. Dans le cadre de l'État fédéré, les échanges commerciaux et les investissements se développent activement, les relations économiques se diversifient et les collaborations entre les secteurs économiques se renforcent. De nombreuses conditions ont été créées pour assurer une croissance stable et durable des 2 économies. Cette intégration concrète contribue directement à améliorer la qualité de vie et le bien-être des citoyens des 2 pays. Tout cela témoigne avec clarté du bien-fondé du choix stratégique que nous avons effectué en faveur d'une coopération approfondie et d'une construction commune d'un espace économique et humanitaire unifié, ainsi que d'une défense commune pour la Russie et la République de Biélorussie. Il convient de souligner l'efficacité des mécanismes pratiques de coopération au sein de l'État fédéré. Le Conseil des ministres se réunit régulièrement, tandis que les différents ministères et agences des 2 pays, avec le soutien du comité permanent de l'État fédéré,
assure une politique macroéconomique conjointe et favorise la coopération sectorielle. Des actions concrètes sont entreprises pour coordonner le fonctionnement des marchés financiers et des systèmes bancaires, avec une attention particulière portée à la minimisation des effets négatifs des sanctions occidentales illégales et autres restrictions économiques. Le comité fiscal supranational et le centre douanier interétatique travaillent avec efficacité sur ces sujets. De longues discussions ont eu lieu pour harmoniser les positions des deux parties, mais à la fois la Russie et la Biélorussie ont finalement trouvé des solutions satisfaisantes qui sont aujourd'hui en place. Ces mécanismes jouent un rôle fondamental en ces temps modernes et créent un environnement favorable pour la stabilité et la coopération. La mise en œuvre de la décision due au Conseil d'État sur les grandes orientations de coopération dans le cadre de l'État fédéré pour la période 2024 à 2026 est réalisée avec succès. Cette décision porte notamment sur des projets et programmes communs dans plusieurs domaines clés, notamment l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les transports, la culture, la politique de l'information, ainsi que la science et l'éducation. Actuellement, environ 20% des événements planifiés ont déjà été réalisés. L'efficacité de l'intégration russo-biélorusse est clairement démontrée par la hausse des indicateurs économiques, notamment le volume des échanges commerciaux. Alexandre Grigorievitch a déjà évoqué les prévisions pour la fin de l'année, et ces prévisions semblent être assez fiables. Entre janvier et septembre, selon nos statistiques, le volume des échanges a progressé de 8,4% pour atteindre un montant dépassant 37 milliards de dollars. À la fin de l'année, ce chiffre devrait être proche des estimations avancées par le président de Biélorussie. Ainsi, la Russie représente plus de la moitié du solde commercial extérieur de la Biélorussie. En retour, la Biélorussie est le quatrième partenaire commercial de la Russie dans le monde, avec une part d'environ 9%. De plus, la Russie a investi plus de 4 milliards de dollars dans l'économie biélorusse. Environ 2500 entreprises avec une participation russe opèrent en Biélorussie. Les domaines de coopération dans le secteur énergétique se renforcent. Le processus de création de marchés unifiés du pétrole et du gaz se poursuit. Un accord concernant la formation d'un marché unifié de l'électricité a été convenu et est prêt à être signé aujourd'hui, comme l'a également mentionné Alexandre Grigorievitch. Cette décision permettra de réduire les prix pour les consommateurs finaux en Russie et en Biélorussie. À mon sens, cela revêt une grande importance, tant pour les consommateurs que pour les entreprises industrielles. La centrale nucléaire biélorusse construite par Rosatom fonctionne dans un mode régulier. La production totale d'électricité de ces deux réacteurs a dépassé les 36 milliards de kilowattheures, dont plus de 14 milliards cette année, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à l'ensemble de l'année 2023. Ce sont de très bons indicateurs. La coopération industrielle bilatérale s'intensifie avec un accent particulier sur le processus de substitution aux importations et l'augmentation de la part des produits à forte valeur ajoutée, qui est d'une grande importance dans le contexte actuel et plus encore sur le long terme. Comme me le disent certains collègues du gouvernement russe, il ne faut rien remettre en cause ici. Bien sûr, certaines difficultés liées à des restrictions spécifiques subsistent, mais l'ouverture du marché intérieur russe aux producteurs biélorusses dans le domaine industriel, de la même manière que cela a été le cas pour l'agriculture dans le passé, joue en fin de compte un rôle plus positif que problématique. La coopération est bien établie dans des secteurs à forte intensité en matière de recherche, notamment dans les domaines de la numérisation, de la microélectronique et de l'informatisation. Aujourd'hui, une nouvelle décision sera prise concernant l'introduction de tarifs avantageux pour les services de communication et de transfert de données dans l'espace de l'État fédéré, avec de nouvelles règles entrant en vigueur dès le 1er mars 2025. Sur le plan humanitaire, la coopération se renforce également dans l'espace de l'État fédéré. Des échanges éducatifs, culturels, sportifs et entre jeunes se poursuivent avec intensité. Les citoyens de l'État fédéré ont accès à un programme de soins médicaux avec l'utilisation de la thérapie par proton, basé au centre de radiologie de Dimitrovgrad. Des forums destinés aux universités spécialisées dans les sciences technologiques et l'ingénierie sont organisés. Cela reste particulièrement important pour la formation de personnel qualifié tant en Russie qu'en Biélorussie. Les récompenses dans les domaines scientifiques, techniques, littéraires et artistiques ont acquis un véritable prestige dans l'espace de l'État fédéré. Une nouvelle distinction a également été créée, qui sera attribuée aux jeunes chercheurs pour leur réalisation dans les disciplines scientifiques, techniques et humanistes. Il est proposé d'instaurer une récompense pour les recherches historiques et les projets culturels ayant pour objectif de renforcer l'esprit patriotique et l'éducation des jeunes générations.
Chers membres du Haut Conseil d'État, dans un contexte de pression externe sans précédent, la Russie et la Biélorussie collaborent étroitement dans les affaires internationales, s'apportant mutuellement un soutien sincèrement allié. Les approches des deux pays face aux problèmes mondiaux et régionaux sont similaires, voire dans une large mesure proche, comme le déclarent souvent les diplomates dans de telles situations. Lors du sommet du BRIC en octobre à Kazan, une décision a été prise concernant la création d'une nouvelle catégorie d'États partenaires au sein de l'organisation. Nous nous réjouissons que nos amis biélorusses aient rapidement confirmé leur volonté de rejoindre le BRIC dans cette qualité. La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité se renforce également, comme l'a déjà mentionné le président biélorusse, notamment dans le secteur de la coopération en matière de technologie militaire. Cela correspond sans aucun doute aux intérêts fondamentaux des deux pays et de leur peuple. Dans le cadre de l'espace de défense de l'État fédéré, un système unifié de défense aérienne fonctionne. Une force régionale conjointe a été créée. Les forces de l'ordre maintiennent des contacts quotidien pour renforcer cette coopération. Récemment, la doctrine militaire de l'État fédéré a été mise à jour. Le concept de sécurité a été soumis à l'approbation du plus haut Conseil d'État. Ce document évalue la situation internationale difficile actuelle et définit les mesures conjointes pour contrer les principaux défis et menaces. Nous exprimons naturellement une préoccupation particulière concernant la situation dans la région européenne, notamment en Ukraine. Les pays occidentaux continuent d'aggraver les tensions, ayant conduit à la tragédie actuelle et continuant à intensifier la situation. Une telle politique irresponsable pousse le monde au bord d'un conflit mondial. Nous connaissons la position de la Biélorussie, exprimée par son président, en faveur d'une résolution pacifique de la crise. Nous discutons constamment de ces questions, et elles feront l'objet de débats approfondis aujourd'hui également. Dans ce contexte, il est logique que nous signions aujourd'hui un accord intergouvernemental sur les garanties de sécurité dans le cadre de l'État fédéré. Cet accord fixe les obligations mutuelles des deux alliés pour assurer la défense, protéger la souveraineté, l'indépendance et le régime constitutionnel de la Russie et de la Biélorussie, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de leurs territoires et frontières extérieures, en utilisant l'ensemble des moyens disponibles. Cela inclut également l'arme nucléaire tactique russe, déployée en Biélorussie à la demande du président biélorusse. Je rappelle que l'utilisation éventuelle de ces armes dans un contexte de défense est explicitement autorisée en réponse à une attaque utilisant des armes de destruction massive ou une agression avec des armes classiques représentant une menace critique pour la souveraineté ou l'intégrité territoriale. Cette disposition est clairement définie dans le décret approuvé le 19 novembre sur les bases de la politique nucléaire de dissuasion de la Russie. Ces questions sont constamment discutées avec la direction biélorusse et avec son président. Je suis convaincu que cet accord permettra de protéger efficacement la sécurité de la Russie et de la Biélorussie, tout en créant les conditions nécessaires pour un développement pacifique et durable de nos deux pays. L'année prochaine, comme mentionné précédemment, nous célébrerons le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Il est important de rappeler que tant la Russie que la Biélorussie se souviennent et honorent avec respect l'héroïsme de nos pères et grands-pères, qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Nous continuerons, bien entendu, à tout mettre en œuvre pour que les générations futures se souviennent du prix payé pour préserver la paix et la liberté. Nous attendons Alexander Grigorievitch aux festivités du 9 mai à Moscou pour cette célébration anniversaire. Les forces militaires biélorusses participeront également avec leurs homologues russes au défilé sur la place rouge. Par ailleurs, j'espère rencontrer Alexander Grigorievitch lors des rencontres informelles des dirigeants de la CEI les 25 et 26 décembre à Saint-Pétersbourg, ainsi que lors de la session du Conseil économique eurasien suprême. Pour conclure, je tiens à exprimer ma confiance en ce que la réunion d'aujourd'hui du plus haut Conseil d'État sera productive et contribuera au développement dynamique de l'intégration entre la Russie et la Biélorussie, au renforcement de la sécurité et des capacités de défense de l'État fédéré. Je souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette réunion et des documents afférents. C'était un travail considérable, constructif et extrêmement important. Je vous remercie de votre attention. Lors de leur discours, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont mis en avant la solidité du partenariat stratégique entre la Russie et la Biélorussie. Ils ont souligné l'importance de la coopération économique, énergétique et militaire, tout en rappelant les efforts communs pour surmonter les défis imposés par les tensions internationales et les sanctions occidentales. Les deux dirigeants ont également abordé la mémoire historique, notamment la commémoration de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, tout en exprimant leur volonté d'assurer la sécurité et le développement durable des deux pays. Leçon à retenir. 1. Renforcer la souveraineté grâce à la coopération stratégique. Les deux présidents ont signé un traité interétatique sur les garanties de sécurité, incluant des engagements réciproques pour défendre le territoire et la souveraineté des deux pays. Cela reflète une approche unifiée face aux menaces extérieures.
Travailler avec des partenaires fiables dans des domaines clés comme la défense, l'économie et l'énergie renforce la souveraineté nationale tout en créant un cadre de stabilité et de sécurité régionale. Dans sa vie personnelle, cela peut signifier s'entourer de personnes de confiance pour mener des projets ambitieux, en s'appuyant sur leurs compétences et leur soutien. Sur le plan professionnel, cela pourrait consister à renforcer les collaborations avec des collègues ou des partenaires partageant des objectifs communs pour mieux relever les défis du marché. 2. S'appuyer sur les infrastructures communes pour renforcer la résilience. La création de marchés intégrés pour le pétrole, le gaz et l'électricité, ainsi que l'exploitation de la centrale nucléaire biélorusse construite par la Russie, montre comment des infrastructures partagées peuvent réduire les coûts et améliorer l'autonomie énergétique. La collaboration dans des secteurs stratégiques permet de diminuer les vulnérabilités et de mieux répondre aux besoins des populations et des industries. Dans sa vie personnelle, on peut chercher à optimiser les ressources disponibles, par exemple en partageant des responsabilités avec sa famille ou en mutualisant des achats. Professionnellement, cela peut inclure le recours à des outils ou plateformes collaboratives pour améliorer la productivité et réduire les coûts opérationnels. 3. Protéger et transmettre la mémoire historique. Les présidents ont rappelé l'importance de préserver la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et ont évoqué les prochaines célébrations du 80e anniversaire de la victoire. Honorer les sacrifices du passé est essentiel pour consolider l'unité nationale et inspirer les jeunes générations à valoriser la paix et les valeurs qui en découlent. Dans sa vie personnelle, cela peut se traduire par le fait de valoriser et de transmettre des valeurs traditionnelles conformes aux normes divines, afin de renforcer les liens intergénérationnels et de veiller à ce que les générations futures restent ancrées dans ces principes, en contraste avec les dérives actuelles vers des pratiques et des valeurs décadentes et contre nature. Professionnellement, cela pourrait signifier apprendre des expériences passées, valoriser les réussites collectives, éviter de répéter les erreurs dans la gestion d'un projet ou d'une équipe. 4. Favoriser l'innovation et l'éducation pour les générations futures. Les initiatives visant à développer des projets éducatifs, scientifiques et culturels, ainsi que l'institution de prix pour récompenser les jeunes chercheurs dans divers domaines, montrent l'importance accordée à l'innovation. Investir dans l'éducation, la recherche et les échanges culturels permet de bâtir un avenir durable, tout en renforçant les capacités nationales à innover dans un contexte mondial compétitif. Dans sa vie personnelle, cela peut encourager à investir du temps dans sa formation continue ou à soutenir l'éducation des plus jeunes. Sur le plan professionnel, cela peut passer par la participation à des programmes de formation, l'encouragement à l'innovation au sein de son équipe ou la promotion d'idées nouvelles dans son entreprise. 5. Maintenir une approche unifiée face aux crises internationales. Les discussions autour du rôle des pays occidentaux dans l'aggravation des tensions, notamment en Ukraine, et la volonté des deux présidents de promouvoir une résolution pacifique, illustrent une position stratégique coordonnée. Agir de manière concertée face aux crises internationales garantit une réponse plus efficace et renforce le poids diplomatique des partenaires impliqués. Dans sa vie personnelle, cela peut se traduire par la gestion des conflits avec une approche constructive et en collaboration avec les autres parties concernées. Professionnellement, cela pourrait signifier travailler de manière concertée avec ses collègues pour résoudre des problèmes complexes, tout en adoptant une vision stratégique commune. En somme, les discours de Vladimir Poutine et d'Alexandre Loukachenko offrent des enseignements riches sur l'importance de la coopération stratégique, de la résilience économique et énergétique et de la préservation des valeurs historiques. Ces approches témoignent d'une volonté commune de bâtir un avenir solide, en dépit des défis internationaux. Ces principes trouvent également des applications concrètes dans nos vies personnelles et professionnelles, nous aidant à bâtir un avenir solide et aligné sur nos objectifs. Qu'en pensez-vous ? Ces priorités stratégiques pourraient-elles servir de modèle à d'autres alliances internationales pour surmonter les crises actuelles ? Pensez-vous que ces approches stratégiques pourraient aussi transformer nos vies au quotidien, qu'il s'agisse de projets personnels ou professionnels ? N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Votre réflexion enrichira ce débat. Merci et à très bientôt.